Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Bossolo Télévision. Bossolo Économie, c'est parti pour ce soir. Une nouvelle aventure dans laquelle nous nous engageons avec une nouvelle thématique, une thématique très complexe. C'est Bossolo Économie qui vous les présente avec un invité sur ces plateaux qui est déjà un habitué de ces plateaux. Monsieur Ridi, bonsoir. Bonsoir, cher Jean-Désiré. Avec vous, nous allons aborder une thématique très complexe, le développement économique de la RDC. Pour en savoir plus, nous allons aborder quelques sous-questions, quelques questions qui nous viennent par la tête. Là, nous allons parler des caractéristiques du sous-développement de la RDC. C'est quoi le développement? Pourquoi la RDC ne parvient pas à se développer? Aussi, nous allons épiloguer un tout petit peu sur quelques chiffres, quelques domaines qui sont encore ou qui peuvent booster le développement de la RDC dans cette édition. Je pense qu'avec vous, nous allons en parler dans cette émission. Effectivement. Mesdames et messieurs, à vous également, bienvenue à tous. Je l'ai dit tantôt dans cette émission, Bossolo Économie, c'est parti pour ce soir. Une nouvelle thématique, le développement économique de la RDC. Et vous êtes là, c'est une émission très pédagogique, vous allez suivre, vous allez découvrir vous-même, parce que nous allons parler des chiffres, nous allons parler des choses parfois qui dépassent l'entendement du petit peuple ou qui dépassent les communs des mortels, mais nous allons les expliquer ici sur ces plateaux. Monsieur Ridi, il y a une question qui me vient tout de suite à la tête, parce que nous voulons parler du développement économique de la RDC, alors nous devons parler des concepts. C'est le concept de développement. Qu'est-ce qu'on peut parler ou on peut entendre par développement? Oui, le concept de développement est un concept très sollicité, très utilisé dans plusieurs disciplines scientifiques. Mais en économie, on appréhende le développement comme un ensemble d'améliorations qualitatives relatives à la qualité de la santé, à la qualité de l'éducation et d'autres améliorations liées au bien-être individuel de la population qui sont observées à la suite d'un épisode de croissance économique. Donc le développement apparaît comme une conséquence qualitative de la croissance économique. C'est comme ça que le développement est appréhendé du point de vue de l'économie. Une conséquence qualitative de la croissance économique. Oui. Et pourquoi la RDC ne parvient pas à connaître son développement déjà? C'est une grande question. C'est une question qui est profonde. Déjà, il faut comprendre, aujourd'hui, quand on dit que la RDC, c'est un pays sous-développé, il faut l'appréhender au travers des indicateurs. On ne peut pas dire que la RDC est un pays développé lorsque le revenu par habitant jusqu'en 2021 se situe qu'à 584 $ américains. Ça veut dire que le Congolais moyen vit encore en dessous de seuil de pauvreté. Je parle bien du Congolais moyen. Vous ne pouvez pas parler d'un pays développé lorsque vous avez 52% d'individus qui n'ont pas un accès durable à une source d'eau potable. Vous ne pouvez pas parler d'un pays développé lorsque votre espérance de vie tourne en cours autour de 60 ans ou un peu moins. Vous ne parlez pas d'un pays développé lorsque plus de 82% de la population n'a pas accès à l'électricité. Donc, les raisons qui y ont fait que la RDC se retrouve dans cette situation sont complexes. Mais nous n'allons pas faire un large recours à l'histoire au lieu d'aller très loin. Il faut juste observer l'histoire à partir du début des années 2000. Les années 2000 où la RDC a commencé à enregistrer des taux de croissance positifs. C'est à partir de 2002 que la RDC a renoué avec la croissance après un long épisode de décroissance dû aux affres des années 1990 que vous connaissez bien. Donc nous avons réalisé une croissance économique constante de 2002 jusqu'en 2021, l'année passée, mais la RDC n'a pas connu une conséquence qualitative en termes de développement, des conséquences en termes d'amélioration du niveau de vie de la population, en termes d'amélioration du bien-être individuel. Et cela est dû à quoi? Justement, pour trouver les raisons, il faut analyser le mode de production que nous avons mis en avant, ou bien le mode de production
qui a engendré cette croissance économique. Lorsque vous décomposez notre produit intérieur brut, qui est l'indicateur, le PIB, qui est l'indicateur des richesses créées au cours d'une nation, au cours d'une année. Lorsque vous décomposez le PIB, vous allez vous rendre compte que le secteur qui contribue beaucoup plus à la formation des valeurs ajoutées du PIB, c'est le secteur extractif, l'activité minière notamment. Et le secteur agricole, le secteur primaire ne représente qu'une part très insignifiante dans la formation du PIB, autour de moins de 10%. Et lorsque vous analysez la contribution à la croissance, notamment les épisodes de croissance que nous avons réalisés depuis 2002, vous allez constater que jusqu'à des années comme 2014, le secteur extractif contribuait à près de 49%, 50% à la croissance économique. Maintenant, lorsque vous croisez cette analyse de la décomposition du PIB avec l'analyse de notre marché du travail, vous allez vous rendre compte que autour de 69% de la population travaille dans le secteur agricole. Donc, et vous allez vous rendre compte que ce n'est qu'autour de 10% de la population qui travaille pour le secteur extractif. C'est déjà une dichotomie. Vous avez d'une part un secteur qui contribue fortement à la formation du PIB, mais qui n'emploie que peu d'individus. Okay. Et vous avez un autre secteur qui contribue peu à la formation du produit intérieur brut, mais qui emploie la majorité d'individus. Le troisième palier de l'analyse, c'est lorsque vous faites une analyse de la productivité. La productivité, qu'est-ce qu'un travailleur produit et gagne? En décomposant notre PIB, vous allez vous rendre compte que la productivité du travail est beaucoup plus élevée dans le secteur extractif que dans le secteur agricole. Déjà, j'ai lu une étude récemment qui disait que déjà dans les années 2003, la productivité du travail dans le secteur extractif, notamment dans les industries minières, était 11 fois plus élevée que dans le secteur agricole. Donc, vous avez un secteur qui contribue largement à la production, à la formation du produit intérieur brut, et qui a des gains de productivité du travail très élevés, mais qui n'emploie qu'une infime partie de la population. Et vous avez d'une part un autre secteur où les gains de productivité du travail sont largement faibles, mais qui emploie 70% à peu près de la population. Donc 70% de la population travaille pour une industrie ou bien travaille dans un secteur qui ne leur procure pas de revenus subséquents. Mais ajouté à cette fragilité structurelle de l'économie, il y a d'autres caractéristiques aussi qui nous ont conduit dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Par exemple, la faible mobilisation de ressources publiques. Depuis longtemps, notre pression fiscale a été décriée, qu'elle est très très basse. On a largement tourné autour de 15% pendant des longues années, alors que selon certaines études, la pression fiscale optimale que nous devons exercer sur notre économie devrait tourner autour de 23%. Et face à cette faible mobilisation, en plus de cette faible mobilisation de ressources, notamment qui peut être due à des régimes dérogatoires au niveau de la fiscalité que nous avons accordés depuis les années 2000, notamment pour assurer l'attractivité de notre économie, donc des mesures des exonérations, tout ce que vous connaissez, des exemptions, des exonérations. Ça fait que nous avons eu un rythme de mobilisation de ressources très faible. Et conjointement à ce rythme très faible de mobilisation de ressources, nous avons mal alloué ces ressources qui sont déjà faiblement mobilisées. Nous avons, par exemple, si vous faites une analyse de la part du budget qui est alloué à l'éducation et au secteur de la santé, vous allez vous rendre compte que pendant plusieurs années, cette part du budget qui est allouée au secteur éducatif et à la santé est restée très marginale. Ce n'est que vers, je pense, les années 2012 jusqu'en 2014-2015 que cette part a largement augmenté, ce qui a d'ailleurs occasionné notre élévation au niveau du classement d'indice de développement humain. Donc, en plus de ça, il y a beaucoup d'autres comportements tels que la prédation, la corruption, le manque de patriotisme. Donc, c'est un tourbillon des
des faits et des comportements qui ont fait que notre économie et notre pays se retrouvent dans cette situation. Vous avez été largement économiste, tellement qu'il y a des concepts où j'aimerais que même les communs des mortels puissent un peu comprendre. Alors, nous essayons un peu de revenir en d'autres termes sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que vous avez dit que le secteur agricole, c'est un secteur qui engage, qui emploie beaucoup plus de gens, mais qui contribue peu au PIB. Au produit intérieur brut. Au produit intérieur brut, au niveau national. Alors, ce qui fait que le secteur extractif, l'extraction de ressources naturelles, comprenait l'activité minière, ainsi de suite, contribue majoritairement au PIB. Mais emploie peu de gens. Avec pratiquement 49%, mais emploie peu de gens. Peu de gens. Alors, allons-y palier par palier. Commençons par le secteur agricole. Qu'est-ce qui fait que le secteur agricole puisse produire moins, alors qu'il y a certains pays qui se sont développés à travers le secteur agricole? Ah oui, le secteur agricole produit moins déjà parce que c'est un secteur qui ne bénéficie pas de beaucoup d'investissements, qui n'a pas bénéficié de beaucoup d'investissements. Est-ce qu'il faut industrialiser l'agriculture chez nous ou il faut le faire toujours de manière artisanale comme on le fait dans nos villages? Bien sûr, il faut passer ce cap-là, mais d'une manière intelligente. C'est ce que d'ailleurs nous allons décrire de la manière la plus large possible dans les propositions. Il faut justement passer le cap d'une agriculture artisanale et tout ça, une agriculture industrielle. Parce que, vous savez, pour que un secteur puisse connaître des gains de productivité élevés, il faut des investissements. Il faut des investissements, il faut comme ça, la technologie. Avec, le cas avec les projets Bukangalozo. Justement, des projets comme ça, des projets de création des zones économiques spéciales, ce sont des projets destinés à faire passer notre économie, notamment dans son secteur agricole, d'une économie de production agricole artisanale à une économie de production agricole transformatrice et exportatrice. Voilà, ce sont ces types d'investissements-là, notamment dans les cadres des zones économiques spéciales, comme ça a été réalisé déjà avec le parc agro-industriel de Bukangalozo, que nous pouvons parvenir à élever le niveau de productivité dans le secteur agricole et faire de ce secteur vraiment un moteur de la croissance économique et du développement de la RDC. Par exemple, avec le secteur, le parc agro-industriel de Bukangalozo, on peut employer plusieurs personnes et justement, avec un salaire décent. Justement, lorsque vous investissez dans ces genres de zones économiques spéciales, vous faites une petite transformation de ce que vous produisez et les salaires qui sont proposés dans des industries comme dans des enclaves industrielles comme les parcs agro-industriels Bukangalozo sont nettement supérieurs aux revenus ou bien aux salaires qui sont proposés dans les exploitations agricoles artisanales. Vous voyez déjà, lorsqu'un individu qui travaille dans un parc agro-industriel vend du maïs légèrement transformé à un prix relativement élevé, il a la chance d'être payé avec un taux de salaire relativement élevé. Et c'est ce qui fait que l'on puisse parvenir à des gains de productivité beaucoup plus importants. Donc, ces genres d'investissements, effectivement, vous avez raison, sont des natures à favoriser l'éclosion d'un secteur agricole de transformation et d'exportation. Prenons le cas de Kanyamaka CC, où les jeunes sont devenus des transformateurs, où il y a un terme là qu'on utilise pour les dénommer, ceux qui étaient des destructeurs de la société. Aujourd'hui, ils sont devenus les gens qui approvisionnent des grandes villes. J'ai vu même au Kasaï central, les gouverneurs qui déclaraient que, parce qu'il y a eu hausse des maïs récemment, ils disaient devant la population que les tonnes de maïs viendront de Kanyamaka CC, où ces jeunes-là sont en train de travailler. Si on a pareil projet dans 5 provinces, par exemple. Bien sûr. Et le cadre légal pour ce projet, pour ce type de projet existe.
Nous avons, je pense, en 2014, promulgué une loi portant création des zones économiques spéciales. Ok. Et le gouvernement congolais, la République démocratique du Congo, a identifié, je pense, 6 espaces au travers du pays où l'on peut implanter des zones économiques spéciales, dont certaines peuvent être à vocation agricole. La première zone, je pense, qui est déjà exploitée, c'est la zone économique spéciale de Maluku. Okay. Et le parc agro-culturel faisait partie de cette zone économique spéciale. Mais regarder ce problème comme ça, c'est facile. Il y a d'autres problèmes que nous pouvons résoudre dans le secteur agricole qui peuvent conduire au développement de ce secteur. Par exemple, le secteur agricole aujourd'hui souffre d'un problème de l'accessibilité aux ressources. Vous savez, quand je parle de ressources, principalement les ressources financières, notamment, et puis les ressources en termes de propriété foncière. Si vous analysez les encours de crédit des banques commerciales aujourd'hui en République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que très peu de banques financent des projets agricoles. Okay. Donc, les parts des encours de crédit des banques commerciales qui sont dévolues aux projets agricoles sont largement insignifiants. Parce que bon, les banques sont des organisations commerciales, ils évaluent les risques, ils estiment que les projets agricoles sont des projets risqués. Dans cet état de choses où nous avons un marché financier qui est frileux à financer des projets agricoles, c'est compliqué. Il faut peut-être que les gouvernements voient dans quelle mesure, dans la loi bancaire, on peut insérer des incitations qui peuvent faire que les secteurs financiers puissent être beaucoup plus dévolus à financer les projets agricoles. Mais il y a d'autres problèmes, je vais peut-être tenir par là, il y a d'autres problèmes en plus de l'accès aux ressources financières, il y a l'accès aux propriétés foncières. Aujourd'hui, lorsque vous lisez ça, c'est vraiment un grand aux propriétés foncières qui posent encore un problème, lorsque vous lisez la loi agricole aujourd'hui, la loi agricole aujourd'hui a mis en place une forme de verrou pour l'accès aux propriétaires fonciers, notamment pour des investisseurs étrangers. Je pense que c'est l'article 16 de la loi qui dispose que ne peut avoir accès aux propriétés foncières qu'une personne de droit congolais ou bien une société commerciale de droit congolais ou majoritairement détenue par des personnes de droit congolais. Donc, ces verrous au niveau légal fait en sorte que nous ne puissions pas, ce secteur n'a pas pu capter énormément d'investissements privés étrangers. Donc peut-être le problème peut être en amont. Le problème peut être en amont. On peut résoudre le problème au niveau légal déjà, notamment en observant les améliorations à faire sur notre loi bancaire, sur le financement de l'agriculture, ou voilà, en essayant d'adoucir un peu les verrous. Et vous savez, au niveau de la loi bancaire, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a mis en place un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat. On peut aussi mettre un fonds de garantie pour le financement du secteur agricole aujourd'hui, de telle en sorte que les banques qui s'investissent ou qui prennent le risque de financer les projets agricoles ressentent une garantie de la part de l'État pour faire ça. Donc, c'est un peu ça. Si on arrive à exploiter les zones économiques spéciales, on arrive à lever les verrous qui sont contenus dans nos dispositions légales, avec des partenariats publics-privés, on peut vraiment faire de ce secteur agricole un secteur moteur de la croissance économique, un secteur qui puisse diriger nos exportations au lieu que ce soit le cas pour le secteur extractif, le secteur minier. On peut avoir des bonnes routes, on peut avoir des bonnes infrastructures, mais si le ventre est affamé, en tout cas, les Congolais ne pourront jamais vous écouter. Effectivement, effectivement. Le gouvernement, bien entendu, peut résoudre ce problème en amont parce que, vous l'avez soulevé, c'est un point vraiment très important et beaucoup de gens n'ont jamais songé à ça parce que le secteur agricole, c'est l'unique secteur le plus négligé, mais qui est un secteur fructif parce que c'est un secteur qui accorde beaucoup d'avantages et doit employer beaucoup de gens et va résoudre un grand problème qui se pose dans la société, c'est le problème des à manger. Le problème de la sécurité alimentaire. Oui. Alors, le problème de la sécurité alimentaire qui se pose déjà en amont parce que la loi déjà met les verrous.
Oui. où on limite l'accès aux terres aux investisseurs étrangers Justement. qui viendront ici, Oui. alors que ce sont eux qui mettent beaucoup de moyens pour qui pouvoir peuvent exploiter dans mobiliser un pays. beaucoup de moyens, beaucoup de facteurs de production pour exploiter ces ressources. Vous avez raison. Faudra-t-il pas que cette loi, cette disposition soit modifiée, par exemple? Justement, c'est ce que j'essaie de dire tantôt. Oui, on doit envisager d'évoluer dans cette disposition. On doit envisager faire évoluer ces dispositions pour rendre beau. Vous savez, nous avons beaucoup chanté la chanson de l'amélioration du climat des affaires en République démocratique. Mais c'est là où il faut toucher pour justement dans le secteur agricole. Lorsque nous ouvrons ce secteur, notamment l'accès aux ressources foncières, à des capitaux étrangers, privés, beaucoup plus importants, vous verrez les investissements massifs, comme ça a été le cas dans le secteur minier. Vous avez tout à fait raison de dire que ces dispositions, particulièrement ces dispositions de la loi agricole, doit pouvoir évoluer. Mais il faut toutefois souligner aussi que les investissements dans le secteur agricole demandent beaucoup de sérieux, demandent une gestion technocratique des projets agricoles. Nous l'avons vu avec le parc agro-industriel de Bukangalonzo qui n'a pas survécu en 10 ans. Donc, cela ne suffit pas d'ouvrir le secteur, cela ne suffit pas de résoudre le problème d'accès aux ressources financières, mais il faut aussi mettre beaucoup de sérieux, notamment lorsque vous envisagez de conduire des projets de type partenariat public-privé, comme ça a été le cas avec le projet Bukangalonzo. Il faut beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, beaucoup de volonté dans la gestion technocratique des projets. Une question très importante, vous l'avez abordé, ce qui est relatif à la sécurité alimentaire. Parce que, vous savez, lorsque vous évoquez le problème relatif à cette disposition qui existe déjà dans la loi agricole, où on veut que l'accès aux terres ne puisse pas donner ou peut-être la possibilité à ces investisseurs étrangers de pouvoir avoir accès aux terres, ça pourra créer un problème en amont parce que la population doit manger. La population ne doit pas toujours marcher sur des bonnes routes. La production doit augmenter, vous avez la population ne doit pas seulement avoir accès à des écoles ou à l'hôpital ou à la maternité gratuite. Il faut manger. Mais la population doit manger. Effectivement. Alors, comment faire pour garantir la sécurité alimentaire dans un secteur comme ça? En fait, garantir la sécurité alimentaire revient à augmenter la production. Okay. Justement, il faut que la production augmente, mais pour que la production augmente, il faut analyser tous les verrous qui font que la production ne puisse pas augmenter. C'est ainsi que nous avions évoqué le problème de l'accès aux ressources financières et aux ressources en termes de propriété terrienne. Donc, il faut voir dans quelle mesure on peut lever certains verrous, notamment des verrous qui font en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'incitation au niveau de l'activité financière pour qu'elle soit dévolue à financer les projets agricoles. Il faut y mettre des incitations. Moi, je pense, si on crée, par exemple... Accorder des garanties. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, si le gouvernement s'accorde à créer des fonds de garantie pour le financement des projets agricoles, ça peut créer une incitation assez importante pour que les secteurs bancaires s'alignent au projet de développement agricole. Pourquoi les banques ne parviennent pas à financer facilement le secteur agricole? Parce que c'est un secteur à haut risque ou c'est comment? Oui. Comme nous l'avions dit très bientôt, oui. En fait, le banquier, c'est un commerçant. C'est un commerçant de l'argent. Le banquier finance le projet dans lequel il estime que le risque est le plus minimisé possible. Ouais. Et de par sa nature, le secteur agricole, les activités agricoles sont considérées comme des activités très risquées, où il y a beaucoup d'aléas qui peuvent survenir. On connaît beaucoup, notamment l'écosystème. Il peut survenir quand il voit quelqu'un venir lui dire que
je vais produire les tomates. Oui, oui. Il s'est dit, ben, avec les tomates, on va gagner combien? Justement, quand est-ce qu'il va pouvoir rembourser mon prêt? Il peut survenir des, je vois, des épidémies, je sais pas, des épidémies, des maladies qui attaquent les animaux. Donc, il y a beaucoup d'aléas qui peuvent survenir dans un projet agricole et c'est tout à fait normal que les banquiers, comme des commerçants, réfléchissent comme ça. Maintenant, si l'État propose des garanties aux encours de crédit qui financent le secteur agricole, je pense que ça peut constituer des incitations importantes. Mais il faut que ces incitations soient consignées dans la loi. Pourquoi pas, il faudrait modifier la loi bancaire. Donc, c'est ça le premier volet. Le deuxième, c'est dans la loi agricole où on doit regarder ces dispositions-là qui limitent l'accès aux personnes physiques de droit étranger de pouvoir disposer de propriétaires en termes de terres foncières. Donc, il faut voir au niveau légal et puis dans d'autres dispositions comment est-ce qu'on peut lever ces verrous-là qui sont des verrous assez importants qui limitent les capacités des exploitants agricoles aussi bien nationaux que des investisseurs étrangers d'avoir cette volonté de venir investir dans le secteur agricole pour augmenter la production qui est nécessaire à la sécurité alimentaire. Vous savez, la RDC dépense beaucoup de milliards en importation, beaucoup de milliards en importation de produits alimentaires. En fait, lorsque la RDC dépense ces milliards, ça veut dire que la RDC finance du travail dans d'autres pays, finance, je sais pas moi, finance l'économie d'autres pays. Ces milliards des dollars que nous dépensons en termes de devises pour importer les produits agricoles devraient normalement revenir aux exploitants agricoles qui exercent au niveau local. Donc, voilà un peu quelques mesures qui peuvent faire que nous puissions lever quelques contraintes structurelles liées à la baisse de production ou à la faiblesse de production dans le secteur agricole. La RDC dépense des milliards pour pouvoir importer ici au pays afin de permettre à la population d'avoir accès aux produits de première nécessité, alors que nous avons des potentialités de pouvoir produire ici localement et servir, ravitailler toutes les grandes villes et toutes les grandes zones. Vous pouvez vous imaginer seulement si le problème devait être résolu en amont à travers la loi agricole et puis la loi bancaire. Cela pourra peut-être booster les développements à la base. Nous interpellons les autorités de pouvoir apporter de l'œil sur cet aspect très important. Monsieur Ridi, il y a un autre palier que nous avions abordé au début et nous l'avions laissé en suspens. Cette fois-ci, c'est le secteur extractif. Oui. Depuis l'avènement de la loi minière ou le code minier, le code minier a donné une taxe qu'on appelle redevance minière. Oui. La redevance minière, c'est justement pour permettre à l'État de pouvoir aussi récolter quelque chose sur ce que produisent les producteurs ou les exploitants du secteur minier, notamment les investisseurs, toutes ces entreprises qui pullulent dans les secteurs miniers, surtout au Katanga, là-bas, dans l'est du pays, Ituri et partout, où ils sont en train de faire des activités minières de grande envergure, où c'est une industrialisation qui profite beaucoup plus aux étrangers qu'aux Congolais. Mais dans ces codes miniers, il y a aussi un aspect très important que les législateurs congolais voulaient que la population locale puisse aussi profiter notamment en termes de travail minière, notamment, qu'ils puissent travailler dans l'exploitation, qu'on puisse construire des écoles pour eux, qu'on construise des routes, qu'on construise des hôpitaux dignes, ainsi de suite. Mais cela, jusqu'aujourd'hui, ça fait toujours beaucoup de temps qu'on ne parvient pas à réaliser ça comme il faut. Les Chinois ou les Indiens qui exploitent dans les secteurs miniers, ils amènent toujours leur propre main-d'œuvre. Est-ce que cela est la cause aujourd'hui que le secteur produit beaucoup, mais emploie peu? Je dirais partiellement, parce qu'en fait, le problème de l'employabilité dans le secteur minier est lié même à la nature du secteur. Le secteur extractif est un secteur qu'on appelle, ce sont des secteurs qu'on appelle des secteurs à intensité capitalistique.
Okay. Donc, c'est ça, à forte intensité capitalistique. Donc, ce sont des secteurs dans lesquels le modèle de production demande qu'il y ait beaucoup plus d'engins, beaucoup plus d'engins, de machines que d'hommes. Et en plus de cela, la tendance générale au travers le monde dans le secteur extractif de ressources naturelles est que les entreprises sont de plus en plus, tentées à adopter des nouveaux modèles de production, des nouvelles technologies de production pour accroître leur productivité. N'oubliez pas que l'investissement dans le secteur minier, c'est comme tout investissement. Si l'investisseur estime que au lieu d'employer 500 agents, je peux acquérir des engins qui peuvent me faire 10 fois plus, qui peuvent produire 10 fois plus que les 500 agents. En tant qu'investisseur privé, en tant qu'investisseur normal, il va investir dans l'engin et la partie du facteur travail sera libérée vers d'autres secteurs, le secteur informel et tout. Maintenant, il y a un autre aspect de la question, la chose qu'il faut voir maintenant. Est-ce que c'est pour autant que les exploitants miniers en RDC devraient venir avec leurs compatriotes, devraient venir avec de la main-d'œuvre étrangère pour travailler dans les industries minières ici? Moi, je dis non. Il faut maintenant que la réglementation ou bien les pouvoirs publics s'assurent que les étrangers qui travaillent dans les industries minières disposent des compétences dont la main-d'œuvre locale ne dispose pas. Ouais. Justement. Ce n'est qu'à ce titre-là que des étrangers qui exploitent nos mines peuvent avoir l'autorisation ou bien cette facilité de pouvoir amener leurs compatriotes travailler ici. Donc, c'est au niveau des inspections du travail de pouvoir faire cet effort-là, de protéger l'emploi congolais. Si un étranger doit travailler en RDC dans le secteur minier, l'État doit s'assurer qu'il n'y a pas de compétences requises dans ce domaine-là pour les locaux. C'est ainsi que l'investisseur apporte des investisseurs étrangers, des employés étrangers. Vous avez évoqué la question de la redevance minière. Je pense qu'avec le nouveau code minier, le taux de cette redevance a un tout petit peu augmenté, notamment la redevance qui est liée à des produits comme le cobalt, je pense. Je pense que la redevance... Et si j'ai bonne mémoire, j'ai lu dans un article ou bien dans une interview d'une autorité disant que une des raisons qui font en sorte qu'aujourd'hui nous connaissons une relative hausse des recettes publiques, c'est en partie dû aux effets de ce code minier-là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que l'État s'assure que cette redevance-là est réellement mobilisée, que cette redevance-là puisse servir à alimenter le budget de l'État. Maintenant, vous parlez de productivité aussi. Une autre opportunité que le Congo s'est créée, notamment pour augmenter la productivité ou bien l'employabilité dans le secteur minier, c'est la loi sur la sous-traitance. Le Congo a promulgué très récemment une loi sur la sous-traitance, notamment dans le secteur minier, qui, si j'ai bonne mémoire, qui stipule que les sous-traitants des industries minières doivent être des sociétés de droit congolais. Donc, si les sociétés de droit congolais peuvent employer une partie de main-d'œuvre qui est libérée dans les industries minières vers ces entreprises-là de sous-traitance, les entreprises de sous-traitance peuvent constituer évidemment des zones d'employabilité où la productivité serait similaire à des industries minières proprement dites. Donc je pense qu'avec la loi sur la sous-traitance, si le Congolais ou l'État congolais met davantage des incitants, ou bien si la population congolaise mobilise davantage des capitaux investis dans ce secteur-là de la sous-traitance dans les activités minières, l'on peut employer beaucoup de Congolais et ces Congolais-là peuvent bénéficier des gains de productivité assez importantes. Merci beaucoup. C'est un sujet très important. Je l'ai souligné déjà au départ que la population aura vraiment beaucoup à prendre sur le développement économique de la RDC parce que ce sont des questions qui taraudent parfois les esprits.
pour se demander, nous avons des ressources naturelles, nous avons tout ce qui figure sur les tableaux des Mendeleïev, alors que la RDC, on trouve une population avec la main à la joue, ce qui signifie un signe de pauvreté, Oui. mais nous sommes assis sur des ressources. Alors, toutes ces questions peuvent aider l'autorité publique à pouvoir s'appesantir sur ça et puis développer, booster le développement du pays. Alors, nous allons aborder maintenant un aspect aussi très important. Oui. Cette fois-ci, c'est le plan de développement. Mm. La RDC a des ressources. Oui. La RDC a tout ce qu'il faut. Oui. Mais pourquoi nous ne nous décollons pas? Ok, voilà, cette question, elle est très importante et elle vaut la peine vraiment d'être posée parce que la population congolaise continue à augmenter. Le nombre d'enfants qui ont besoin d'être scolarisés continue à grimper. Le nombre de vies à sauver dans les hôpitaux continue à grimper. Donc, il est urgent que la RDC se mette sur la voie de développement. Maintenant, quel est l'esquisse de plan qu'on peut mettre en place? Je pense qu'on peut agir sur 6 axes, 6 axes prioritairement. Premièrement, je pense que c'est un problème de leadership. On doit agir au niveau du leadership, au niveau du consensus et au niveau de la stabilité institutionnelle. Tout à fait. Vous savez, lorsque vous analysez, lorsque vous interrogez les histoires des grandes nations qui se sont développées, vous allez vous rendre compte qu'à la tête, il y a un leader qui est éclairé, il y a un leadership, il y a des élites politiques qui disposent d'un leadership éclairé, qui ont une vision et qui planifient cette vision dans le temps. Si vous analysez l'histoire de la Chine, de la Malaisie, tous ces dragons asiatiques, vous allez vous rendre compte qu'à la tête, il y a un leadership visionnaire, un leadership clair. Maintenant, ce leadership qui va définir la vision et planifier ce développement doit s'assurer que sa vision est partagée. Il faut un consensus autour de la question du développement. Nous devons regarder dans le même sens. Les Congolais, nous devons tous regarder dans le même sens en termes de développement. Si on se dit aujourd'hui que nous devons réduire l'insécurité alimentaire à un taux 0, tout le monde doit se mettre au travail. Quand je dis tout le monde, il faut regarder la population comme des militants, des militants des partis politiques. Vous voyez, les populations sont des électeurs. Okay? Les populations sont des électeurs, sont influencées par des élites politiques. Donc, il faut un consensus au niveau des élites politiques, d'abord, sur la question du développement. Et ce consensus sera ensuite repartagé au niveau de la population. Mais ce consensus ne peut être obtenu que grâce à un dialogue constructif autour de la question du développement. Mais maintenant, ce consensus ne doit pas être vain. Il faut que ce consensus puisse s'étaler dans le temps. Vous savez, lorsque vous regardez l'épisode de croissance et développement de la Chine des années 80 jusqu'au début des années 2000, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une certaine stabilité institutionnelle. Ça veut dire, quand je parle de stabilité institutionnelle, vous voyez les institutions politiques qui sont stables, le président de la République, les gouvernements qui sont stables, d'autres institutions. Donc, dans ce consensus que nous devons construire, nous devons nous assurer que nos institutions sont stables. Et moi, je pense que nos institutions ne sont pas encore suffisamment stables aujourd'hui. Alors, on pouvait se demander, stabilité institutionnelle peut rimer avec la dictature. Avec la dictature, avec l'absence de la démocratie. Si on lit l'histoire, on peut se perdre dans ce sens-là, de se dire que cette stabilité peut être obtenue au prix de la dictature. Alors on se demanderait, est-ce qu'il faut revenir à la dictature? Non, on ne peut pas revenir à la dictature parce que, ou bien un régime autoritaire qui puisse rester au pouvoir pendant longtemps. Non, pas du tout. Mais nous devons, tout en restant dans un régime démocratique, nous devons trouver un arrangement qui puisse faire que les mandats puissent être beaucoup plus lents,
de sorte que ça puisse laisser suffisamment de temps au gouvernement de concevoir, de mettre en place des politiques, de les suivre. Et je vais vous donner un exemple d'une absence de consensus. Lorsqu'on dit que la corruption est une gangrène pour l'État congolais, et qu'il y a un acteur politique qui est interpellé pour des soupçons de corruption. Okay. Et que vous remarquez que la partie du pays d'où ressort cet acteur politique menace de faire sécession, parce que cet acteur politique est interpellé au niveau du pouvoir judiciaire, ça dénote qu'il y a un manque de consensus. Ça veut dire que le rapport de tout un chacun à la question de la corruption n'est pas le même. Donc, il faut créer ce consensus-là à travers d'un leadership clair et planifié. Maintenant, le leadership ne suffit pas. Il faut de l'économie, un peu d'économie. Il faut transformer notre économie d'une économie d'extraction des ressources naturelles vers une économie transformatrice. Nous avons évoqué tout à l'heure là, nous devons, le cadre légal nous le permet, nous devons exploiter toutes les zones économiques spéciales que nous pouvons avoir en République démocratique du Congo. Ces zones économiques spéciales, nous pouvons y nouer des partenariats publics-privés des grandes envergures avec des grands capitaux étrangers, notamment dans le secteur de l'agro-industrie, dans le secteur de la construction, métallurgie et tout et tout. En plus de cela, nous devons régler le problème d'accès aux ressources que nous avons évoqué largement ici. Après avoir réglé ce problème, notamment l'accès aux ressources, le problème de leadership, nous devons nous assurer que l'État a une grande participation dans les secteurs extractifs. Vous savez, le secteur agricole va se développer, mais pendant longtemps, les secteurs extractifs restera très dominants dans l'économie congolaise. La participation de l'État, notamment le contrôle de l'État dans le secteur extractif est très minimal aujourd'hui. Et il y a une opportunité qui s'est ouverte pour la RDC. La RDC a lancé des appels d'offres pour l'exploitation des 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. C'est une grande opportunité pour la RDC de s'assurer d'une croissance économique élevée. Dans le contrat de partage de production que nous devons signer, nous devons être très prudents. Nous devons nous assurer que la RDC va tirer vraiment une grande partie profit des dividendes qui seront générés par ces exportations. En plus de l'économie, après avoir essayé de régler quelques problèmes structurels de l'économie, nous devons... on est en train de chuter parce qu'on est déjà on est en train de chuter. En plus de l'économie, il faut des finances publiques pour se développer. C'est très important. Des finances publiques pour se développer, on en a besoin. Notre pression fiscale n'est pas toujours suffisamment grande. On doit élargir l'assiette fiscale, notamment élargir l'assiette fiscale. Le nombre de contribuables doit augmenter. Mais en même temps, on peut baisser le taux d'impôt. Parce que si on élargit l'assiette fiscale, on élargit le nombre de contribuables, notamment en enlevant des exonérations qui ne sont pas du tout bénéfiquement rentables, économiquement rentables pour la République démocratique du Congo, on peut voir dans quelle mesure on peut baisser les taux d'imposition et d'avoir des finances publiques assez importantes pour pouvoir financer, par exemple, le développement du capital humain. Vous savez... On doit terminer par... Voilà, d'accord, ok. Je pense que l'aspect lié aux finances publiques, oui, nous allons le développer dans toute une émission, oui, que nous allons d'ailleurs aborder avec vous. D'accord. Nous allons discuter en long et en large sur les finances publiques, oui, à tout ce qui concerne la mobilisation des recettes, le budget de l'État, comment on l'affecte, oui, comment on affecte toutes ces rubriques-là au budget de l'État, comment on parvient à comprendre que le budget est réaliste, oui, ou soit il est ambitieux, et tous ces aspects-là, nous allons les aborder. C'est toute une grande émission que nous pourrons aborder avec vous prochainement. D'accord. Monsieur Ridi, je profite d'ailleurs pour vous remercier de votre présence dans cette émission. Je vous remercie également. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voilà, c'est fini pour cette émission ce soir. Bossolo Économie, votre magazine. Partagez le cœur, mettez-y de la volonté. On s'en va là-bas comme ça.